Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Vous êtes économiste spécialisé dans les questions de santé, enseignant à Sciences Po et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter les enjeux du projet de loi Touraine sur la santé, un projet de loi qui déchaîne les passions puisqu'il est à l'origine de la grève des médecins entamée fin 2014. Alors ce qui coince, c'est notamment la généralisation du tiers payant, on va en reparler, mais il y a aussi cette question d'étatisation du système de santé. Alors en quoi cette étatisation est-elle dangereuse ? Alors, cette étatisation n'a pas démarré avec ce projet de loi, démarré avec les ordonnances Juppé de 96, puis les lois de 2004 et de 2009. Donc cette loi, quelque part, est en continuité avec les autres lois ayant fait aussi l'objet d'opposition de la part des professionnels de santé, pas aussi forte parce qu'on est un peu à la dernière étape de cette étatisation. Alors pourquoi cette étatisation est dangereuse ? D'abord, elle est dangereuse parce que c'est une étatisation partielle. On est sur un changement de modèle. Puisqu'on n'a pas voulu, je dirais, remettre notre modèle à la française à jour, le réformer, finalement, la haute fonction publique, qui est un peu aux manettes, décide de changer de modèle pour reprendre l'ensemble du pouvoir sur la gouvernance du système, une bonne partie de ce pouvoir lui échappant, notamment au profit de l'assurance maladie. Donc, on ne fait qu'une partie du chemin. Prenons un exemple, le tiers payant généralisé ne peut être viable que si vous mettez un modèle à l'anglaise, avec le choix du médecin qui est imposé, avec votre médecin généraliste qui joue le rôle d'acheteur de soins hospitaliers pour vous, et avec une gestion très médico-économique, ce qui est le cas en Angleterre. On n'a rien de tout ça en France. Nous, on promet juste la santé gratuite, mais sans faire les réformes qu'il faut. Donc c'est évidemment, on aura un modèle totalement bancal. La deuxième chose, c'est que c'est une étatisation sans vision, sans souffle, et donc de mon point de vue, sans avenir, sans vision. C'est une vision court-termiste. Vous avez une vision court-termiste. Le seul objectif, c'est d'essayer de rétablir les comptes, ce qu'on n'arrive pas à faire, ce qui est normal, puisqu'on ne fait pas les réformes de fond nécessaires, qui ne sont pas liées qu'aux dépenses, qui sont liées aussi aux sources de financement. Mais cette loi ne fixe aucun objectif. On a depuis 20 ans un État qui est totalement myope. En 2004, on avait fixé 100 objectifs de santé publique, mais sans fixer de budget à ces objectifs, sans évaluer au cours du temps la réalisation de ces objectifs. Donc forcément, on peut être très sceptique sur la capacité de l'État à avoir la vision qui permettra d'avoir un système de santé comparable à ce qu'on a pu avoir. Est-ce que cette étatisation permettra au moins de lutter contre la désertification médicale via une meilleure allocation des ressources ? Le projet de loi mise notamment sur les ARS, les agences régionales de santé. Vous savez, quand je vois ce qu'a géré l'État ces 50 dernières années, la prévention sanitaire, l'hospitalisation publique ou la sécurité sanitaire, je suis quand même très sceptique. Donc, ils sont quand même 3 secteurs qui sont les moins performants de notre système de santé. Je suis assez sceptique sur la compétence de l'État, je parle en matière de santé, véritablement pour gérer et pour gouverner le système de santé seul, sans contre-pouvoir, parce que c'est un problème aussi, c'est que vous allez avoir un État sans contre-pouvoir dans le système de soins. Je rappelle que notre système de soins, la gouvernance de notre système de soins était basée avant tout sur des rôles définis de l'État, dont je viens d'en déterminer certains, plus son rôle de régulateur, garantir je dirais le respect de l'intérêt général, et puis une gouvernance basée sur la démocratie sanitaire. La désertification médicale, elle est liée à 2 choses. Elle a été longtemps liée à un problème d'attractivité des territoires, où là où vous n'aviez plus de services publics, vous n'avez plus de médecins. Et puis maintenant, elle est liée à un problème de viabilité économique de l'exercice médical, en particulier dans les grandes villes, à Paris, à Toulouse, à Lyon, dans ces grandes villes-là, où finalement les tarifs médicaux sont tellement bas, parmi les plus bas d'Europe, que vous ne pouvez pas financer les charges dans ces grandes villes de l'exercice médical. Alors justement, cette revalorisation, elle fait partie des revendications des médecins grévistes. Est-ce que c'est bien raisonnable à l'heure où les déficits des systèmes de santé filent ? Les médecins utilisent un peu la pression mise actuellement sur le gouvernement, puisque la rémunération n'est pas liée à ce projet de loi. Je rappelle elle se négocie avec l'assurance maladie dans forme de convention médicale. Donc ils demandent l'ouverture de conventions sur la revalorisation. Oui, ils ont raison
parce que les tarifs sont très bas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de revalorisation sérieuse. Je suis très sceptique sur cette demande du C à 25 €, encore une fois, qui est extrêmement court-termiste elle aussi, qui ne réglera rien dans les conditions des médecins, dans la désertification médicale dont vous parlez. Mais vous ne pouvez pas avoir de revalorisation sans repenser le système de façon générale. On sait qu'on a les dépenses hospitalières les plus élevées des pays de l'OCDE. Il faut qu'on sorte de cet hospitalocentrisme et les dépenses de médecine de ville les plus faibles. En effet, parce qu'on a les tarifs médicaux les plus faibles. On sait qu'il faut structurer le parcours de soins des patients chroniques, ce qui n'est absolument pas abordé. Il y a 2 ans, le Premier ministre Ayrault avait dit « Nous allons faire une stratégie nationale de santé basée sur les parcours de soins chroniques ». On pouvait penser que ça démarrait bien, et puis tout ça a totalement disparu. On en revient au fait qu'il n'y a aucune stratégie dans cette approche, aucune vision dans cette approche. On peut rajouter aussi qu'on a parlé il y a quelques mois seulement de la chirurgie ambulatoire qui allait être le nouveau levier pour réformer le système de santé. Le terme n'est même pas abordé dans ce projet de loi. Donc on voit que véritablement là, on est sans vision. Pour parler maintenant de la généralisation du tiers payant, ce qui bloque, ce que disent les grévistes, c'est qu'il y a des difficultés dans les modalités techniques. Est-ce qu'elles sont vraiment insurmontables ? Alors, les raisons avancées par les professionnels de santé, c'est en effet les difficultés techniques, c'est la perte d'indépendance par rapport aux tutelles, et puis c'est la modification de la relation avec les patients. Tout ça assez peu la déresponsabilisation du patient. Tout ça est vrai. L'essentiel, c'est l'effet inflationniste inévitable qui est lié au fait de cette généralisation du tiers payant. On sait depuis 30 ans que vous avez une élasticité prix qui est positive, c'est-à-dire que si vous faites varier les taux de participation des patients, si vous les augmentez de 25%, vous diminuez les dépenses de 15 à 20%. C'est une étude américaine des années 70 qui est faite. Ça, c'est une règle économique de base, donc il y a un effet inflationniste. Effet inflationniste sur, je dirais, les mauvaises dépenses, parce que ce sont sur les dépenses courantes. Donc vous allez augmenter les dépenses courantes, ce qui va diminuer les ressources pour vraiment prendre en charge les pathologies lourdes, là où il faut financer l'innovation. Donc ça, c'est une mauvaise mesure. C'est une mauvaise mesure parce que, encore une fois, on ne va pas au bout de ce qui est nécessaire pour appliquer cette mesure. C'est le système anglais qui, depuis 70 ans, a mis en place le tiers payant généralisé. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, allons au bout. Mais annonçons aux Français que c'est la fin de la liberté de choix des patients. Mais évidemment, politiquement, on veut prendre l'effet court terme. J'ai rendu la santé gratuite, donc les bénéfices, sans les inconvénients, puisqu'il y en a qui est fait. Donc, ça me semble, je dirais, vraiment ce qui est fondamental. Et puis, c'est là, encore une fois, le changement de modèle que cela implique qui me gêne, parce qu'à mon avis, il n'est pas adapté à la culture française. Je rappelle ce qui s'est passé récemment, l'importance de la liberté dans le système de santé. Aucun autre système de santé au monde n'a été aussi loin pour laisser autant de liberté aux acteurs, patients comme professionnels de santé. C'est pas pour rien, ce rapport à la liberté unique est en rapport avec le rapport à la liberté de la société française. Pour conclure, Frédéric Bizard, ce projet de loi Touraine, il a quand même certains soutiens. Je pense aux grandes fédérations hospitalières, je pense aux associations de patients. Est-ce qu'on ne peut pas lui trouver néanmoins quelques vertus ? Alors, bon, les fédérations hospitalières, Fédération hospitalière de France est très réservée. D'ailleurs, aujourd'hui, commencent à manifester des craintes. Les associations de patients ont en effet manifesté un soutien. Et là, je crois qu'on a un problème. Je crois qu'on a un problème d'indépendance et de professionnalisation de ces associations de patients. Elles sont financées... Un problème d'indépendance, vous dites. Elles sont financées principalement par l'État. Et là, clairement, dans un projet de loi qui transforme tellement, comme je l'ai évoqué, ce que va être le système de santé pour le patient, je préférerais qu'on demande l'avis des Français en général, plutôt qu'on se base sur ces associations de patients, pour véritablement avoir une idée précise de ce que pensent les Français. Je rappelle que les Français soutiennent majoritairement la grève des médecins. C'est bien qu'ils doivent, alors qu'elle est jugée un peu corporatiste, c'est bien qu'ils doivent voir que derrière, il y a probablement quelque chose qu'il faut creuser. Et pour conclure, je dirais qu'on est dans une période historique d'unité nationale, comme on l'était en 1945. Je pense que ça serait bien d'utiliser cette période pour repenser notre modèle social qui est à bout de souffle en général et notre système de santé en particulier, avec une grande concertation
nationale. Les solutions existent, on a le meilleur modèle au monde, mais il faut repenser ce modèle et l'adapter au nouvel environnement dans lequel on vit. Eh bien Frédéric Bizard, merci pour ce décryptage des enjeux du projet de loi Touraine. Merci. Merci à vous.